Musique. Jack Walker se souvenait souvent de l'odeur de la poussière et du sable. C'était ce goût âcre qui le suivait des champs de bataille du Moyen-Orient jusqu'au porche de sa maison en Virginie, persistant dans sa mémoire bien après qu'il ait raccroché son uniforme. Il avait passé 25 ans dans le corps des Marines des États-Unis, une carrière qui non seulement avait défini sa profession, mais toute son identité. Et pourtant, malgré toutes les fusillades auxquelles il avait survécu à l'étranger, le plus grand conflit de sa vie allait se dérouler chez lui. Il vivait à la périphérie de Richmond, en Virginie, dans une confortable maison à 2 étages avec un porche tout autour. L'endroit n'était ni ostentatoire ni modeste, c'était simplement son foyer. Jack s'était marié jeune. Linda était sa petite amie de lycée, une ancienne reine de beauté aux cheveux blonds comme le soleil et un sourire confiant qui avait attiré son attention quand ils n'étaient encore que des enfants. Elle était la constante de sa vie, ou du moins c'est ce qu'il avait cru. Quand les déploiements l'éloignaient pendant des mois, Linda l'attendait, gérant le foyer, terminant son diplôme universitaire et finalement élevant leur fils, Michael. À 52 ans, le visage de Jack était marqué par le soleil et le vent des déserts où il avait servi. Ses cheveux, autrefois sombres, étaient maintenant un mélange de gris, de roux et de blanc sur les tempes. Large d'épaules et physiquement fort, il se comportait toujours comme un marine, scrutant constamment son environnement, toujours conscient de ce qui l'entourait. Plus d'une fois, ses amis l'avaient taquiné sur le fait qu'il n'avait jamais vraiment quitté le corps. Il souriait et disait, une fois marine, toujours marine. Les gens trouvaient ça charmant. Linda, parfois, trouvait ça épuisant. Par une fraîche matinée d'octobre, il se tenait dans son allée, buvant son café, observant les arbres du quartier qui prenaient des teintes dorées et cramoisies. Les feuilles tombaient sur le pavé, s'accumulant en petits monticules qui chuchotaient au vent. Il prit une longue inspiration, appréciant le calme, une rue tranquille, quelques voisins promenant leurs chiens, le bourdonnement lointain d'une tondeuse à gazon. C'étaient les petits cadeaux de la vie de banlieue qu'il avait passé tant d'années à défendre à l'étranger. Il posa sa tasse, monta dans son SUV et partit pour le bureau de Walker Security Consulting. Il avait fondé l'entreprise après s'être retiré des marines, mettant à profit son expérience en évaluation des menaces et en opérations tactiques pour des clients corporatifs. C'était un travail exigeant, mais cela lui permettait d'être à la maison chaque soir, quelque chose dont il avait rêvé pendant d'interminables nuits dans le désert, sous des cieux étrangers. Le bâtiment était une structure de bureau standard de 2 étages avec des fenêtres teintées, faisant partie d'un plus grand complexe d'affaires près de la ville. À l'intérieur, les murs étaient ornés de photographies encadrées des déploiements de Jack, lui et ses camarades marines près de barrages de sacs de sable, certains souriant, d'autres fixant l'objectif, tous poussiéreux et épuisés. Un cadre montrait le moment où il avait reçu l'étoile d'argent, un autre exposait une purpelate. Il avait tendance à ne pas mentionner ces distinctions en conversation. Dans son esprit, aucune d'elles ne pouvait vraiment rendre compte de ce que cela lui avait coûté, ou de ce que cela avait coûté à ceux qui n'étaient pas revenus. « Bonjour, chef, » dit Carmen, la gérante du bureau, lorsqu'il entra. C'était une femme menue aux cheveux courts et bouclés, impeccablement organisée, toujours avec un rouge à lèvres éclatant. « J'ai du café frais si vous en voulez. »« Je ne dirai pas non à ça, » dit Jack, exprimant sa gratitude. « Nous avons un appel avec Saint Insurance à 10 heures, n'est-ce pas ?» Carmen hocha la tête. « Oui, monsieur. Leur directeur financier est impatient de finaliser les détails. Et Ryan a appelé plus tôt, il a laissé un message. » Jack marqua une pause. « Ryan a appelé ici ? » ?»« Oui. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'il aimerait que vous le rappeliez. » L'expression de Jack s'adoucit. « Merci, Carmen. Je le rappellerai plus tard. » Il se dirigea vers son bureau, un espace modeste avec un lourd bureau en bois et une seule plante en pot que Linda lui avait donnée pour la décoration. En s'asseyant, il pensa à Ryan avec un éclair de chaleur. Ryan était son plus vieil ami, la seule personne qui pouvait rivaliser avec le parcours de Jack chez les marines en termes d'expérience partagée. Ils s'étaient enrôlés ensemble à 19 ans, avaient survécu à l'entraînement côte à côte et avaient même été déployés dans la même zone de guerre une fois. Bien que Ryan ait quitté le service après 5 ans, décidant que la discipline structurée du corps n'était pas pour lui, malgré leurs chemins différents, ils étaient restés proches. Jack le considérait comme un frère. Il prévit de rappeler Ryan avant le déjeuner, puis il concentra son attention sur le travail, passant en revue des contrats corporatifs, scannant des propositions, répondant à des emails urgents. Quand il leva les yeux, il était déjà bien après-midi. Il prit son téléphone et composa le numéro de Ryan, qu'il connaissait par cœur.
Jacques, dit la voix grave et confiante de Ryan. Je commençais à penser que tu m'ignorais. Jacques sourit. Tu me connais, si je t'ignorais, je ne te rappellerais pas du tout. Ils échangèrent des plaisanteries, et Ryan l'invita à un déjeuner tardif. Jacques consulta son emploi du temps et accepta. Bientôt, il était dans son SUV, traversant la circulation de midi vers un restaurant de grillades favori du côté ouest de la ville. Ryan était facile à repérer, grand, large d'épaules, avec des cheveux poivre et sel peignés en arrière. Il portait un costume bleu marine sur mesure et des chaussures en cuir lustré, un style qui dégageait le succès. Tandis que Jacques entrait avec un pantalon de ville décontracté et une chemise polo, Ryan ressemblait à un homme qui appartenait à une salle de conférence à Manhattan. Ils s'étreignirent brièvement, puis s'irent dans une banquette près du fond, loin de l'agitation du déjeuner. Ryan commanda de l'eau gazeuse, expliquant qu'il essayait d'améliorer ses habitudes. Jacques commanda un thé glacé. La conversation passa des souvenirs des marines à l'empire immobilier que Ryan avait bâti après avoir quitté le corps. Il avait fait fortune en achetant et vendant des propriétés et en investissant dans des développements commerciaux. Bien que Jacques n'ait jamais envié cette vie, il était satisfait de son activité de consultant. Ryan le taquina en disant qu'il était trop modeste, mais Jacques haussa simplement les épaules. Ils terminèrent le repas en discutant de questions personnelles. Jacques mentionna que Michael était en deuxième année au collège communautaire, économisant de l'argent en vivant à la maison. Ryan donna des nouvelles d'Ethan, son fils du même âge, qui allait également au collège communautaire. Les deux garçons étaient les meilleurs amis du monde. Ryan dit ironiquement qu'il était fier du potentiel d'Ethan, même si parfois il craignait qu'Ethan ne soit trop imprudent. Jacques hocha la tête avec compréhension, se rappelant les fois où Michael rentrait à la maison en lui racontant des histoires sur les fêtes sauvages d'Ethan. Avant de se quitter, Ryan posa une main sur l'épaule de Jacques. « J'ai eu envie de passer chez toi, dit-il. Ça fait des années que je n'ai pas vu Linda. J'ai pensé que ce week-end, nous pourrions peut-être faire un barbecue, regarder le match, parler du bon vieux temps. » Jacques sourit. « Linda aimerait ça, j'en suis sûr. Pourquoi ne viendrais-tu pas samedi après-midi? Amène Ethan s'il est libre. » Ryan acquiesça. Ethan est toujours partant pour de la nourriture gratuite, surtout un steak de thon barbecue. Jacques rit. Alors c'est décidé. Il retourna à son bureau avec un petit sourire aux lèvres. La vie lui semblait bonne à ce moment-là. Bien sûr, il portait des cicatrices mentales de la guerre, mais il avait un foyer stable, une entreprise florissante et un meilleur ami sur lequel il pouvait toujours compter. Il n'avait aucune idée que Ryan était déjà en train de planifier une rencontre d'un tout autre genre, une que Jacques n'aurait jamais approuvée. Lorsque Jacques rentra finalement chez lui en fin d'après-midi, le soleil commençait à descendre sous l'horizon. Alors que l'horizon peignait le ciel de rubans orange et roses, il se gara dans l'allée, remarquant la voiture de Linda, là, comme toujours. En entrant, il fut accueilli par l'arôme d'ail et de beurre. Linda était dans la cuisine, portant un tablier fleuri, remuant une casserole de sauce pour pâtes. À 50 ans, elle avait toujours la posture et la grâce qui l'avaient jadis aidé à remporter des concours de beauté locaux. Ses cheveux blonds étaient coiffés avec soin, sa silhouette maintenue en forme par des séances régulières à la salle de sport. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et lui offrit un sourire chaleureux. « Affamé ?» demanda-t-elle, levant une cuillère en bois. « J'ai fait des fettuccini Alfredo et des légumes rôtis. » Jacques inhala l'odeur. « Ça sent incroyable. Tu me gâtes ?» Il s'approcha par derrière, posant doucement ses mains sur ses hanches et l'embrassant sur la joue. Elle se tendit légèrement, juste un instant, avant de se détendre sous son contact. Il ne remarqua pas l'hésitation, supposant qu'il l'avait simplement surprise. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Occupée, mais bien. J'ai déjeuné avec Ryan. Il veut venir samedi. Regarder le match, peut-être faire un barbecue ? » « Ça me semble bien, » dit Linda, éteignant la plaque de cuisson. « Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il dit avoir été absorbé par un gros projet commercial, mais maintenant, il se rend définitivement disponible. » Ils servirent le dîner et mangèrent dans la salle à manger confortable. La table était dressée avec des assiettes de tous les jours, des serviettes en tissu et la moitié d'une bouteille de vin blanc que Linda avait laissée ouverte plus tôt. Elle servit un verre à Jacques, mais il n'en but que de petites gorgées. « Comment va Mako ?» demanda-t-il en prenant une bouchée de pâte. Linda haussa les épaules. « Il est à l'étage, je crois. »
probablement en train d'étudier ou de jouer. La routine typique d'un étudiant. Jacques rit. C'est un bon gars. On devrait lui demander s'il veut descendre. Il est assez grand pour décider par lui-même, dit Linda, agitant la main. Je le laisserai tranquille. Ils bavardèrent de choses mondaines. Le jardin devait être ratissé, la clôture avait besoin d'une nouvelle couche de peinture, et Linda mentionna un nouveau cours de yoga à sa salle de sport. Leur conversation était détendue. Jacques ne vit pas la petite ombre derrière les yeux de Linda quand il mentionna à quel point c'était agréable de la voir près de lui maintenant qu'il n'était plus déployé. Elle changea rapidement de sujet, l'entraînant dans une discussion sur d'éventuelles vacances en Floride pendant l'hiver. Après le dîner, Jacques empila les assiettes dans le lave-vaisselle pendant que Linda nettoyait les plans de travail. Ils se comportaient comme un couple de banlieue typique, partageant les petites tâches avant de s'installer dans le salon. Cependant, si Jacques avait été plus perspicace, il aurait pu remarquer la façon dont Linda vérifiait son téléphone plus souvent que d'habitude, balayant rapidement les notifications chaque fois qu'il regardait dans sa direction. En vérité, Linda attendait un message de Ryan. Elle le faisait depuis près de 2 décennies, gérant un secret qui détruirait tout ce qu'il croyait déjà. Mais elle jouait si bien son rôle que même un marine observateur comme Jacques ne se doutait de rien. À l'étage, Mako était effectivement dans sa chambre, mais pas seulement en train d'étudier. Il envoyait aussi des messages à Izen, échangeant des mèmes et parlant de plans pour le week-end. À 20 ans, Mako ressemblait beaucoup à ce qu'avait été Jacques au même âge, grand, la poitrine large, avec une sorte de sérieuxité. Il avait une photographie de son père en uniforme épinglée sur un tableau en liège près de son bureau. À côté de cette photo, il y avait une image de lui et d'Izen à la remise des diplômes du lycée, tous deux souriant jusqu'aux oreilles. Mako était fier du service de son père. Il fantasmait parfois de rejoindre l'armée lui-même, mais Linda protestait, lui rappelant qu'elle avait enduré suffisamment de nuits solitaires. Mako finit par s'inscrire au collège communautaire en administration des affaires, pensant qu'il pourrait rejoindre le monde du travail ou peut-être être transféré dans une université de 4 ans plus tard. Il économisait de l'argent et vivre à la maison lui permettait de maintenir les dépenses à un niveau bas. Il entendait ses parents en bas terminer le dîner. Il n'avait aucune raison de soupçonner quoi que ce soit d'inhabituel. Il pensait même que son foyer était stable, presque ennuyeux. Il n'avait aucune idée que l'événement qui fracturerait sa vie n'était qu'à quelques semaines. Le samedi arriva rapidement, et Ryan aussi. Vêtu d'un jean décontracté et d'un polo de marque, il descendit de sa brillante Audi noire avec un sourire. Jacques était dans l'allée, retournant des hamburgers sur un barbecue portable. L'air frais d'automne sentait la viande grillée, l'herbe fraîche et le léger parfum de Linda. « Où est ton fils ?» demanda Jacques tandis qu'il se serrait la main. Izen avait un projet pour l'une de ses classes, répondit Ryan en haussant les épaules. Il a dit qu'il passerait peut-être plus tard. Ils se déplacèrent vers le jardin, où Linda avait préparé une petite table avec des condiments, des petits pains et une glacière remplie de boissons. Elle apparut à la porte-fenêtre, portant des lunettes de soleil et un sourire facile. Ryan lui fit un salut amical. Ni Jacques ni Linda ne remarquèrent l'éclair rapide dans les yeux de Ryan quand il la vit. Mako était également là, appuyé contre la balustrade du porche, un soda à la main, consultant occasionnellement son téléphone. Ryan et Mako bavardèrent de l'université pendant que Jacques retournait les hamburgers, ajoutant occasionnellement des tranches de cheddar et se retournant pour remplir les verres. Il semblait détendu et était ravi de les voir tous s'entendre si bien. « Alors, dit Mako, regardant Ryan, une chance que vous ayez un stage dans votre entreprise. J'essaie d'acquérir de l'expérience du monde réel. » Ryan laissa échapper un bref rire. Peut-être bien, oui. Bien que ce soit dans l'immobilier, alors tu ne ferais probablement qu'archiver des documents de propriété ou t'occuper des locataires. Je ne suis pas sûr que ce soit ton truc. Mieux que rien, dit Mako. La conversation était légère. La nourriture délicieuse, et pendant un instant, la réunion se sentit comme un événement familial de banlieue idéal. Jacques ajouta quelques anecdotes du corps des marines, faisant rire Ryan en se remémorant certaines escapades du camp d'entraînement. Linda écoutait, contribuant occasionnellement avec un souvenir du temps où Jacques lui écrivait des lettres de l'étranger. Cependant, sous cette façade, Linda et Ryan échangeaient des regards discrets chaque fois qu'ils pensaient que personne ne les voyait. C'était un langage que seuls eux comprenaient, des années d'habitude qui leur permettaient de communiquer des désirs sans mots. Ils ne parlaient pas seulement du bon vieux temps, mais de chambres d'hôtel secrètes et de confessions murmurées. Jacques restait inconscient. Finalement,
le match commença à la télévision à l'intérieur. Ryan et Jacques entrèrent pour le regarder, tandis que Linda s'affairait dans la cuisine. Mako monta sur *Fastim* avec un ami pendant que les acclamations de la foule du football américain éclataient depuis le téléviseur. Linda s'excusa pour aller chercher le dessert, bien qu'en réalité elle n'en eût pas préparé. En vérité, elle voulait un moment privé. Elle le trouva dans le couloir menant au salon, téléphone en main, apparemment en train de consulter des messages. Il leva les yeux et lui adressa un sourire. « Et, je m'attendais à te trouver. » Linda fit un pas de plus, le cœur battant fort. Bien qu'elle maintint sa voix dans un murmure bas, « Nous devons être prudents. » Ryan garda son regard sur elle, inébranlable. « Je sais. Il est juste à côté. » La tension entre-crépitait. Linda ressentit une vague de culpabilité et d'excitation. Pendant près de 2 décennies, ils avaient navigué ces interactions secrètes. Chaque fois que Jacques était parti en déploiement, Ryan était l'épaule sur laquelle elle pleurait, puis l'amant en qui elle trouvait du réconfort. Elle s'était dit pendant des années que les longues absences de Jacques l'avaient poussée à la solitude, que ce n'était pas vraiment sa faute. Mais avec Jacques à la maison maintenant, comment pouvait-elle justifier? Elle décida de poursuivre cette aventure. Elle déglutit. « Je t'enverrai un message, peut-être la semaine prochaine. Je dirai à Jacques que je vais rendre visite à une vieille amie. » Les lèvres de Ran se retroussèrent en un demi-sourire. « Je réserverai notre endroit habituel. » Ils entendirent l'annonceur de la télévision annoncer un temps mort. Linda tourna la tête dans cette direction, les nerfs à vif. « Rentre. Je ferai semblant d'être occupé. » Il hocha la tête, s'éloignant. Elle le vit disparaître au coin de la rue, puis elle prit un pot de glace du congélateur pour faire paraître son petit mensonge réel. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'elle servait la glace dans des bols, espérant que personne ne remarquerait à quel point elle avait l'air nerveuse. Plus tard cette nuit-là, une fois que Ran fut parti et que Mako se fut retiré dans sa chambre, Jacques et Linda étaient seuls sur le canapé. Elle s'appuya contre lui, le laissant passer un bras autour d'elle. Il sentait le charbon et la lotion après rasage. Malgré sa culpabilité, elle ressentit du réconfort dans cette présence familière. Il changea la chaîne de télévision pour un programme de télé-réalité et commença à feuilleter un vieil album photo que Linda avait laissé sur la table basse. Elle y vit une photo de d'il y a près de 25 ans, le jour de leur mariage. Jacques en uniforme de cérémonie, Linda dans une robe de dentelle, tous deux rayonnants. Elle se rappela comme elle s'était sentie en sécurité dans ses bras, comme elle avait cru que la vie serait parfaite. Jacques capta son regard mélancolique. « Tout va bien ?» Elle força un sourire. « Bien sûr, je me souvenais juste. » Il lui embrassa la tempe. « Je suis désolé d'avoir passé tant d'années loin de toi, Linda. Si je pouvais revenir en arrière, je ne sais pas, j'aurais peut-être essayé de me faire affecter davantage dans le pays. » Elle posa sa tête sur son épaule, les larmes aux yeux. « Tu servais notre pays, tu as fait ce que tu devais faire. » Cette partie, elle la croyait. Cependant, elle pensa aussi à Ran. Elle avait utilisé la solitude comme excuse pour ses propres besoins égoïstes. La question la tourmentait, mais elle ne pouvait pas s'obliger à y répondre honnêtement, pas même dans sa propre tête. Quelques jours plus tard, Linda dit à Jacques qu'elle allait rendre visite à une amie à Charlottesville pour le week-end. Il la crut sans hésiter. Mako, qui était occupée par ses devoirs, n'y pensa pas non plus beaucoup. Le vendredi matin, Linda fit une petite valise et partit, vêtue d'un cardigan et d'un jean qui mettait sa silhouette en valeur. En sortant de l'allée, elle remarqua que l'Audi de Jacques n'était pas là. Il était parti tôt pour une réunion avec un client. Elle ressentit un soulagement de ne pas avoir à affronter son regard ferme, craignant qu'il ne puisse briser sa résolution. Son premier arrêt fut une station-service juste à la sortie de l'Interstate, où elle fit le plein et échangea quelques SMS avec Ran. Il lui envoya l'adresse d'un hôtel-boutique près de Williamsburg, suffisamment discret pour éviter les rencontres avec des voisins ou des connaissances. Elle arriva vers midi, s'enregistra, puis attendit nerveusement dans sa chambre, changeant de chaîne à la télévision sans vraiment regarder quoi que ce soit. Quand Ran apparut finalement, portant une chemise boutonnée impeccable et une montre chère, Linda se leva pour le saluer près du lit. Il ferma la porte et la verrouilla, laissant tomber sa petite trousse de voyage sur le sol. Ils se regardèrent en silence un long moment. Puis Linda posa la télécommande et s'approcha de lui, le laissant l'embrasser avec une faim qui démentait le rage mûr.
Elle avait 50 ans et lui 52. Pourtant, l'urgence qu'il ressentait lors de ces rencontres volées semblait faire écho à la passion de la jeunesse. Plus tard, allongée côte à côte, Linda regarda le plafond, une pointe de culpabilité la rongeant. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, murmura-t-elle. Ran se tourna sur le côté, appuyant sa tête sur une main. « Nous avons dit ça 100 fois et nous sommes toujours là. »« Jacques n'est plus distant, » dit Linda. « Il est là toutes les nuits. Je ne peux plus continuer à mentir. » Ran tendit la main, traçant un doigt sur son épaule. « S'il était la moitié de l'homme que tout le monde pense qu'il est, il te rendrait assez heureuse pour que tu n'aies pas besoin de moi. » Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste. C'est un homme bon. »« Moi aussi, » dit Ran. Elle soupira. « Non, tu ne le es pas. Tu es bon pour faire semblant. » Il sourit, puis la serra davantage contre lui, son souffle chaud contre sa joue. Ils ne dirent rien de plus, se perdant dans l'instant. Linda tenta d'oublier la culpabilité et la peur, se concentrant sur l'excitation de l'attention de Ran. Elle n'imaginait pas que ces après-midi volés allaient bientôt échapper à son contrôle, surtout lorsqu'une tentation encore plus dangereuse se glissa dans sa vie. L'abonnement de Linda à la salle de sport était quelque chose qu'elle prenait au sérieux. Elle assistait à des cours 3 ou 4 fois par semaine, travaillant avec des entraîneurs personnels, déterminés à maintenir sa silhouette jeune. À cette époque, elle commença aussi à remarquer que des hommes plus jeunes à la salle de sport lui prêtaient attention. C'était flatteur, bien qu'un peu gênant. Elle s'habillait avec goût, leggings et t-shirts de sport. Pourtant, elle ne pouvait nier l'excitation qu'elle ressentait sous leurs regards appréciateurs. Elle engagea des conversations occasionnelles avec plusieurs entraîneurs, dont un jeune homme musclé nommé Justin qui était poli mais clairement séducteur. Elle ne laissa jamais les choses aller plus loin. Elle trahissait déjà son mari avec Ran, même Linda avait des lignes morales qu'elle pensait ne pas franchir. Puis, un soir, elle alla à la fête d'anniversaire d'une amie dans un bar local. Elle n'avait prévu qu'une brève apparition, peut-être un verre ou deux. Mais près du bar, elle tomba sur quelqu'un d'inattendu, Ethan Hall, le fils de Ran, était là avec des amis de l'université, célébrant quelque chose ou quoi que ce soit. Linda le reconnut instantanément, bien que cela lui prît un moment. « Madame Walker » dit Ethan, clignant des yeux sous la faible lumière néon. « Oh. Bonjour. C'est inattendu. » Elle eut un petit rire, faisant tourner son verre de vin. « Je suis juste sortie pour l'anniversaire d'une amie. »« Et toi ?»« Le 21e d'un ami, » dit Ethan, désignant un groupe bruyant dans le coin. « Il se saoule, j'essaie de ne pas me laisser trop emporter. » Il la regarda de haut en bas comme s'il la voyait sous un nouveau jour. « Tu as l'air différente en dehors de la maison. » Linda sentit un battement dans son estomac, pas exactement de l'attirance, plutôt une sensation d'être étudiée. « Oui, eh bien, contente de te voir, Ethan. Comment vont les études ? » « Comme d'habitude, dit-il. Et appelle-moi Ethan. »« Madame Walker, c'est trop formel. » Elle prit une gorgée de vin. « Bien sûr, Ethan. » Il sourit, puis regarda sa montre. « Je ferais mieux d'y retourner ou ils penseront que je les ai abandonnés. Peut-être qu'on pourra se rattraper plus tard ? » « Bien sûr, dit-elle, prise au dépourvu. Prends soin de toi. » En le voyant partir, Linda se dit que ce n'était qu'une interaction normale. Pourtant, elle ne pouvait se défaire de l'étrange sensation qu'Ethan l'avait regardée de la même manière que les hommes plus âgés la regardaient à l'époque de ses concours de beauté. Elle rejeta cela comme une exagération, mais dans les semaines qui suivirent, elle croisa Ethan plus souvent. Une fois au supermarché, une fois au centre commercial local, 2 fois sur le campus du collège communautaire quand elle alla chercher Mako après un cours du soir. Chaque fois, il la saluait avec une gentillesse enthousiaste qui la mettait mal à l'aise. Où étaient ceux de l'excitation qu'elle ressentait ? Elle ne pouvait être sûre. Elle était seule, s'ennuyait, pleine de désirs contradictoires. Finalement, un soir, Ethan apparut à sa porte, de manière inattendue. Mako était sortie avec des amis, et Jacques était en voyage d'une nuit à DC pour une réunion importante avec un client. Linda venait de s'installer pour regarder un film avec un verre de vin quand la sonnette retentit. Là se tenait Ethan, l'air nerveux et timide, en jean et en sweat à capuche. « Mako est ici ?» demanda-t-il, les mains dans les poches. « Non, dit-elle, s'écartant. Il ne reviendra pas avant un moment. Tu veux entrer ? Ethan hésita, puis entra.
Je suppose que je peux attendre. Nous étions censés nous rencontrer. Linda lui offrit une boisson. Un soda ou? Oé reprit sa place sur le canapé. Izen, mal à l'aise près de la télévision, balayait du regard le salon comme s'il le découvrait pour la première fois. Il remarqua les photos sur les étagères, Linda et Jacques le jour de leur mariage, Linda avec Mako enfant, Linda avec ses trophées de concours de beauté. Il eut un petit rire. « Tu as été Miss Comté de Byfield, n'est-ce pas? Mon père en a parlé. » Elle ressentit un mélange de fierté et de gêne. « Oui, il y a très longtemps. »« Tu es toujours, je veux dire, tu es toujours belle, » dit Izen en trébuchant sur le compliment. Linda sentit ses joues s'échauffer. « Merci, Izen. C'est gentil. » Il enfonça ses mains plus profondément dans ses poches. « Je crois que je vais juste attendre en haut, dans la chambre de Mako. »« Bien sûr, » dit Linda, forçant un ton désinvolte. « Vas-y. » Elle le vit disparaître dans le couloir, exhalant quand il fut hors de vue. Quelque chose dans sa façon de la regarder la troublait, mais elle ne pouvait nier un léger frisson dans sa poitrine, une sensation irrationnelle d'être de nouveau désirée, d'une manière différente des attentions calculées de Ryan. Elle se dit d'arrêter d'être stupide. C'était Izen, le fils de Ren, le meilleur ami de son fils. À son soulagement, Mako rentra à la maison environ 30 minutes plus tard, et elle entendit les deux jeunes hommes parler à voix basse à l'étage. Elle essaya de ne pas s'attarder sur l'étrange tension qu'elle avait ressentie, mais cela resta en arrière-plan de son esprit. Les semaines passèrent et la vie clandestine de Linda devint plus complexe. Elle trouvait le temps de voir Ryan, bien que moins fréquemment. Elle sentait que son enthousiasme pour ces rencontres diminuait, éclipsé par des pensées contradictoires concernant Izen. Elle se disait qu'il était ridicule d'envisager quoi que ce soit avec un homme de la moitié de son âge. Pourtant, la nature taboue de tout cela nourrissait quelque chose de sombre et d'excitant en elle. Une nuit, après avoir déjà bu 2 verres de vin, Linda trouva Izen assis seul dans le salon, attendant Mako. Mako était en retard d'un groupe d'études. Il était presque 22 heures et Jacques était sorti pour un dîner d'affaires. Linda rejoignit Izen sur le canapé et commença à l'interroger sur ses cours, ses projets, ses petites amies. Il répondit poliment, mais ses yeux ne cessaient de glisser vers la courbe de ses jambes à moitié nues sous une robe de chambre ample qu'elle avait enfilée après sa douche. Elle le remarqua. « Tu dois avoir plein de filles à tes trousses, » dit Linda enjouée, faisant tournoyer le vin dans son verre. Il eut un rire nerveux. « Peut-être quelques-unes. Toutes ne valent pas le coup. » Sérieusement, il la regarda, parfois, les gens sont plus excitants quand ils sont interdits. La main de Linda trembla légèrement, faisant tomber une goutte de vin sur le coussin du canapé. Elle posa son verre, essayant d'en rire. « Je suppose que c'est comme ça quand on a 20 ans et qu'on se sent invincible. » Il se rapprocha, baissant la voix. « Je ne suis pas le seul à aimer l'excitation. » Elle le regarda fixement, son cœur battant la chamade. L'air était électrique. Il n'y avait plus de retour en arrière, et elle décida de franchir cette ligne. Les souvenirs de sa première fois avec Ryan lui traversèrent l'esprit. Ne s'était-elle pas dit que c'était une erreur ponctuelle, il y a toutes ces années? Pourtant, elle avait continué, et maintenant elle était confrontée à une tentation encore plus troublante. Izen tendit la main, ses doigts effleurant légèrement son bras. Elle inspira brusquement, mais ne recula pas. Elle ne pouvait expliquer ce qui la submergeait à ce moment-là, la solitude, la vanité, la soif de validation. Quoi que ce fût, elle se retrouva à se pencher en avant, ses lèvres rencontrant les siennes. Ce fut un baiser prudent, incertain, mais il alluma une étincelle qui se transforma en un feu imprudent. Les moments qui suivirent furent un tourbillon, des vêtements écartés à la hâte, des rires étouffés se mêlant à des avertissements murmurés que Mako pourrait rentrer à tout moment. Le cœur de Linda battait à ses oreilles, un mélange d'adrénaline et de culpabilité. Elle savait que c'était la pire décision qu'elle put prendre, mais elle la prit quand même. Quand ce fut fini, ils s'habillèrent en silence. Linda arrangea ses cheveux dans le reflet de l'écran sombre de la télévision, l'esprit en proie à la panique. Izen se tenait près du canapé, respirant difficilement, les yeux remplis d'un étrange mélange de triomphe et de peur. Elle le pressa de partir, l'avertissant de ne plus jamais en parler. Il promit, mais elle vit à son expression qu'il n'était pas complètement prêt à laisser tomber. Cette nuit-là, Linda dormit à peine. Elle continuait d'imaginer le visage de Jacques s'il découvrait un jour son nouveau secret. Elle pensa aussi à Ryan,
à la fureur qui s'emparait de lui s'il apprenait qu'elle s'était impliquée avec son propre fils. Mais même la peur ne fut pas suffisante pour l'empêcher de ressentir ce vertige qui accompagnait le désir interdit. Les jours se transformèrent en semaines. Linda priait pour qu'Isen garde le silence et, pendant un temps, il sembla le faire. Il lui envoyait des messages textes occasionnellement, rien d'explicite, juste des allusions vagues à ce qui s'était passé. Elle ignorait la plupart d'entre eux, essayant de couper court à toute continuation. Elle gérait déjà trop de mensonges. Pendant ce temps, Ryan remarqua que Linda était devenue distante, plus difficile d'organiser des rencontres avec lui. Il supposa qu'elle ressentait de la culpabilité pour avoir trahi Jack. Il ne réalisa pas qu'elle avait trouvé une nouvelle excitation qui éclipsait la leur. Ryan continua à appeler, lui envoyant de petits cadeaux, essayant de raviver la passion. Linda les acceptait à moitié, prétextant être occupée. Au milieu de tout cela, Mako n'avait aucune idée de ce qui se tramait autour de lui. Il allait en cours, étudiait à la bibliothèque et sortait occasionnellement avec Isen. Il sentait que quelque chose n'allait pas dans le comportement d'Isen, il était plus nerveux, facilement distrait et évitait d'aller chez les Walker. Mako attribua cela au stress des examens, ne soupçonnant jamais la vraie raison. Mais tout s'effondra une nuit, quand Mako était à l'appartement d'Isen pour une session de jeu. Isen s'éloigna pour prendre un appel, laissant son ordinateur portable ouvert. Une application de partage de fichiers émit une notification qui attira l'attention de Mako. Par curiosité, il cliqua dessus et trouva un dossier au titre absurdement provocateur. Il double-cliqua. Son sang se figea tandis qu'il regardait un court clip vidéo de sa mère, Linda Walker, enlacée avec Isen sur le canapé même de leur propre salon. Les détails étaient incontestables, les lampes du salon, le tableau marin derrière eux, la robe de chambre que Linda portait presque toutes les nuits. Mako resta bouche bée, sentant son estomac se nouer. Le choc et le dégoût l'envahirent. Il rabattit l'ordinateur portable d'un coup, juste au moment où Isen revenait. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda Isen, remarquant le visage pâle de Mako. Mako sentit la rage bouillir dans ses veines. « Qu'est-ce que c'est que ça » balbutia-t-il, se levant si brusquement que la chaise bascula. Isen regarda l'ordinateur portable fermé, et la compréhension le frappa. Il leva les mains dans un geste défensif. « Mako, attends. Je peux expliquer. » Mako le saisit par le col de son sweatshirt et le poussa contre le mur. « C'est ma mère. Malade. » Il ne put finir sa phrase, trop étouffé par la colère et le dégoût. Isen tenta de le repousser. Ils se battirent, les poings volèrent, les jurons résonnèrent dans le petit appartement. Mako réussit à placer un coup qui fit reculer Isen. Isen riposta avec un coup de genou à l'estomac de Mako. Mako plia, mais la fureur le maintenait debout. Il prit l'ordinateur portable sur la table, avec l'intention de le conserver comme preuve, ou peut-être juste pour s'assurer qu'Isen ne pourrait pas le détruire avant que Jack ne le découvre. Il trébucha hors de l'appartement, ignorant les cris d'Isen. La pluie battait le pavé tandis qu'il courait vers sa voiture, à peine capable de voir à travers les larmes et les rideaux d'eau tombant du ciel. Michael rentra à la maison comme un fou, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'il n'éclate. Lorsqu'il arriva, trempé jusqu'aux os, Linda était dans le salon, pliant du linge et regardant la télévision. Elle se leva, alarmée par son apparence. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es trempé. » Il ne répondit pas, courut à l'étage et claqua sa porte. Linda resta là, confuse et anxieuse. Elle voulait frapper à sa porte, mais quelque chose dans son expression l'avait effrayée. Elle décida de ne pas insister, pensant qu'elle attendrait qu'il se calme. Pendant ce temps, Michael faisait les 100 pas dans sa chambre, l'ordinateur portable en main. Il voulait confronter Linda tout de suite. Il voulait lui crier dessus, la traiter de tous les noms qui lui venaient à l'esprit, mais une profonde honte l'envahissait House. Si. Comment pouvait-il même parler de cette vidéo ? Il se sentait physiquement mal. Il aurait voulu que son père, Jack, le roc fiable de sa vie, soit là à ce moment-là, mais Jack était toujours dehors, son retour étant prévu plus tard dans la soirée. Un torrent d'émotions contradictoires rugissait en Michael, colère, trahison, humiliation. Il envisagea de descendre et de brandir l'ordinateur portable devant Linda, exigeant des réponses, mais une partie de lui résistait. Il s'assit au bord de son lit, des larmes de rage lui brûlant les yeux. Linda erra en bas pendant 1 heure, essayant de se concentrer sur n'importe quoi, la télévision, le linge, son téléphone. Finalement, elle abandonna,
éteignit les lumières et se retira dans la chambre principale. Elle supposait que Michael traversait une crise personnelle qu'il résoudrait. Elle n'avait aucune idée que son secret le plus sombre était désormais connu de la personne à qui elle redoutait le plus de le révéler, son propre fils. Jack rentra vers 23 heures, épuisé par la conduite sous la pluie. Linda lui dit que Michael était contrarié par quelque chose. Jack monta à l'étage, frappa doucement à la porte de Michael et ne reçut qu'un cinglant « Va-t'en ». Inquiet, Jack décida de ne pas insister. « Nous en parlerons demain matin », dit-il à travers la porte. « Quoi que ce soit, nous le résoudrons. » Il n'y eut pas de réponse. Michael Walker ne dormit pas du tout après avoir découvert la vidéo accablante de sa mère et Isen. Au lieu de cela, il passa la majeure partie de la nuit assis au bord de son lit, fixant l'ordinateur portable qu'il avait pris de l'appartement d'Isen. Ses pensées bouillonnaient de colère et de trahison. Colère contre sa mère pour avoir détruit la famille à laquelle il croyait, et trahison envers son meilleur ami qui avait couché avec elle dans le dos de tout le monde. À l'aube, les yeux de Michael étaient gonflés et sa tête palpitait d'épuisement. Il se frotta les tempes, remarquant vaguement la faible lumière qui filtrait à travers les stores. Il se demanda s'il devait confronter Linda directement ou s'il devait attendre que son père rentre plus tard dans l'après-midi. La question lui nouait l'estomac. Comment diable aborder ce sujet? Il vérifia son téléphone, une icône de message texte clignotait. D'une main tremblante, il déverrouilla l'appareil. C'était Isen. « Michael, s'il te plaît, rejoins-moi au lac près du campus à 10 heures du matin. J'ai besoin de te montrer quelque chose pour que tu comprennes. S'il te plaît, viens seul. » Michael le lut plusieurs fois. Le lac près du campus du collège communautaire était un ancien lieu de rendez-vous où ils allaient adolescents pour sécher les cours ou pêcher le poisson-chat dans l'eau trouble. Ils y avaient même construit un feu de camp improvisé, où ils faisaient griller des hot-dogs et parlaient de leurs rêves. Maintenant, cela ressemblait à un rappel cruel d'une amitié morte du jour au lendemain. Il voulait des réponses. Contre son bon sens, il prit l'ordinateur portable, le glissa dans un sac à dos et quitta précipitamment la maison, déterminé à éviter toute interaction avec Linda. S'il voyait son visage, il n'était pas sûr de pouvoir se retenir. L'air du matin était frais, le ciel nuageux. Il se gara sur le petit parking près du lac et resta près de sa voiture, balayant du regard la lisière des arbres qui bordaient l'eau. 10 minutes passèrent, il ne vit aucun signe d'Isen. 15 minutes, toujours rien. La brise du lac était froide et Michael remonta davantage la fermeture éclair de son sweatshirt, jurant à voix basse. À 10h20, le léger vrombissement d'un moteur le fit lever les yeux. Une berline noire entra, mais au lieu de la vieille astérisque hatchback astérisque d'Isen, une camionnette qu'il ne reconnaissait pas surgit soudainement de derrière la berline, s'arrêtant dans un crissement au bord du parking. La porte latérale s'ouvrit en coulissant. Le pouls de Michael s'emballa. Ce n'est pas normal. Avant qu'il ne puisse réagir, 2 hommes en vêtements sombres se jetèrent sur lui. Il laissa tomber son sac à dos, trébuchant en arrière. L'un d'eux l'attrapa par son sweatshirt, l'autre lui passa un bras autour du cou. « Eh, c'est quoi ce bordel ?» réussit-il à balbutier, luttant pour se libérer. Ils lui mirent un sac en toile sur la tête, le plongeant dans le noir absolu. Il tenta de crier, mais un poing s'écrasa sur son estomac, lui coupant le souffle. Ses bras furent forcés derrière son dos et il sentit la morsure froide de menottes métalliques se refermer autour de ses poignets. « Lâchez-moi » s'étrangla Michael. On le traîna vers la camionnette, ignorant ses supplications. Il fut poussé face contre terre sur le sol, les hommes murmurant des injures, travaillant rapidement pour lui lier les chevilles avec un lien autobloquant. Chaque respiration était un halètement irrégulier à travers le tissu rugueux sur son visage. L'esprit de Michael tourbillonnait. Enlevé? Conduit, aboya Lu. N2. Le moteur rugit et la camionnette démarra à toute vitesse. Le cœur de Michael battait si violemment qu'il craignait de s'évanouir. Il tordit ses poignets, testant les menottes, mais elles étaient trop serrées. Le sac en toile sentait le moisi et rendait sa respiration superficielle. Il sentit la vibration de la route sous lui, entendit les hommes parler à voix basse qu'il ne pouvait déchiffrer. Les minutes s'étirèrent en ce qui semblait des heures. À un moment donné, l'un d'eux le souleva et le força dans un coin étroit, le maintenant en place. Les amortisseurs du véhicule lui secouaient les os à chaque chaos sur la route. La peur le rongeait. « Je vais mourir. » Le souvenir de l'ordinateur portable, de la vidéo et du message d'Isen résonnait dans sa tête. Cela devait être lié.
Ryan et Izen. Finalement, la camionnette ralentit, puis s'arrêta brusquement. Michael entendit des portes s'ouvrir, des pas sur du gravier. Des bras forts le traînèrent dehors, ignorant ses faibles tentatives de résister. L'un des hommes ricana, « Arrête de lutter, gamin. » Michael donna un coup de pied à l'aveugle, atteignant le tibia de quelqu'un. Il reçut une poussée féroce en réponse, manquant de tomber. On le força à marcher sur un terrain accidenté. Il sentit des brindilles se briser sous ses pieds, sentit l'odeur pénétrante de feuilles mouillées et de pain. Une porte grinça en s'ouvrant et il fut poussé à l'intérieur d'un espace qui résonnait de vide. On lui arracha le sac en toile et il cligna des yeux, ajustant sa vision à l'éclat d'une seule ampoule au plafond. Une brise froide s'infiltrait par les fissures d'une cabane rustique en bois. Les murs étaient des planches nues, le sol seulement des planches usées. Devant lui se tenait Ryan L, et derrière lui, Izen L. L'estomac de Michael se contracta avec une nouvelle vague de rage. Il tenta de se jeter sur Izen mais réalisa que ses mains étaient toujours menottées. L'un des hommes derrière lui saisit son épaule et le força à s'agenouiller. Les yeux d'Izen hésitaient, emplis de culpabilité, mais l'expression de Ryan était froide comme la pierre. Un pistolet glissait dans sa ceinture. « Ne fais rien de stupide, » dit Ryan en s'approchant. Michael le fusilla du regard, la poitrine haletante. « C'est un enlèvement. Tu es fou. Nous devions t'emmener dans un endroit privé, » répondit Ryan, sa voix d'un calme mortel. « Nous savons que tu as volé la vidéo de l'ordinateur portable d'Izen. » Michael cracha par terre. « Tu perds la tête. » Les narines de Ryan se dilatèrent. « Où est-il? Où est l'ordinateur portable? Va te faire foutre. » Izen passait d'un pied à l'autre, comme s'il avait envie de fuir. « Papa, peut-être que nous devrions juste lui parler. » « Tais-toi. » Ran cracha, « C'est ton petit tour de passe-passe qui nous a amenés ici en premier lieu. » Michael tremblait de fureur. « Mon père va me retrouver, et quand il le fera, tu regretteras d'avoir posé la main. » Il ne termina jamais sa menace. Ran fracassa la crosse de son pistolet sur le flanc de Michael, le projetant en arrière. Michael se plia en deux, toussant. Izen recula, les yeux écarquillés. « Papa ?» Ryan ignora son fils, se penchant si près que Michael pouvait voir la fureur gravée sur son visage. « Où as-tu mis l'ordinateur portable ou une copie de cette vidéo? Tu vas l'effacer tout de suite, devant nous. » Michael toussa, essayant de reprendre son souffle. « Je préfère mourir. » Le visage de Ryan se tordit un instant. Michael pensa qu'il allait vraiment appuyer sur la gâchette, mais des pas retentirent dehors et la porte de la cabane trembla. Toutes les têtes se tournèrent dans cette direction. La porte s'ouvrit avec un gémissement, révélant Linda Walker, essoufflée et pâle. Elle portait un jean et un pull enfilés à la hâte, les cheveux encore en désordre, comme si elle avait conduit sans s'arrêter. « Oh mon Dieu !» haleta Linda, prenant conscience de la scène, Michael à genoux sur le sol, menotté, Ran avec un pistolet, et Izen rôdant dans un coin. Sa voix trembla. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Ryan détourna le regard de Michael et désigna Linda avec son pistolet. « Je t'ai dit de venir seule. » Elle fit un pas en avant, les yeux rivés sur son fils. « Tu as kidnappé Michael » cria-t-elle, la voix étranglée. « Ryan, comment as-tu pu faire ça ?» Michael leva la tête, la haine brillant dans ses yeux. « Maman, sérieusement? Toi aussi, tu es complice ?» Linda secoua vigoureusement la tête. « Non. Ran a appelé, il a dit quelque chose à propos de t'obliger à effacer la vidéo. Je n'avais pas réalisé. Je n'ai jamais pensé qu'il... » Son regard se posa sur Izen. « Izen, comment as-tu pu ?» Izen avait l'air misérable, se serrant le torse avec les bras. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« C'est l'idée de papa, » dit Linda, se tournant vers Ran, la voix tremblante de rage. « Si Jacques apprend que tu as kidnappé son fils, il te tuera. Relâche Michael tout de suite. » La mâchoire de Ran se serra. « Je le relâcherai dès qu'il nous dira où est la vidéo. D'ici là, personne ne part. » Linda le foudroya du regard. « Tu es fou. C'est un crime, tu vas aller en prison. » Ryan essuya une goutte de sueur de son front. « Ne me donne pas de leçons sur les crimes, Linda. C'est aussi ta faute. C'est toi qui as commencé tout ce gâchis, en te faufilant avec moi pendant que Jacques jouait les héros,
Et tu n'as pas pu garder tes jambes serrées avec Izen, de toutes les personnes. Tu pensais que ça ne nous rattraperait pas? Le visage de Michael brûlait de honte et de fureur. Les yeux de Linda se remplirent de larmes. Comment oses-tu me blâmer pour avoir kidnappé mon fils? Tu as perdu la tête. Izen leva les mains. Maman, je suis désolé, je sais que c'est mal. J'ai juste... Michael le coupa, la voix dégoulinante de mépris. Ne l'appelle pas maman. Tu es la raclure qui a couché avec elle. Izen recula comme s'il avait été giflé. Ryan se tourna de nouveau vers Linda. Arrête de faire l'étonné. Tu es venu ici pour m'aider à convaincre Michael d'effacer la vidéo, n'est-ce pas? Où tu veux qu'elle circule? Chérie, donne-nous l'ordinateur portable. Juste, arrangeons ça. Nous gérerons les conséquences et ton père n'aura jamais à voir cette vidéo. S'il te plaît, Michael. Michael détourna le regard, refusant de la regarder. Tu es incroyable. Tu te préoccupes de ta réputation, de ton confort? Tu as détruit notre famille, maintenant tu veux que je te couvre? Des larmes coulèrent sur les joues de Linda. Je sais que j'ai tout gâché, mais... Ran rompit son silence, sa voix résonnant. Dis-lui, Linda. Dis-lui ce que tu m'as dit. Il ne te couvre pas seulement toi, il se couvre lui-même, car si Jacques voit cette vidéo, toute la vérité éclatera, y compris qui pourrait être le vrai père de Michael. La tête de Michael tourna brusquement. De quoi diable parles-tu? Izen semblait tout aussi confus. Le visage de Linda pâlit. Ryan, ne fais pas ça. Oh, je le fais, dit Ran, les yeux brillants d'un triomphe amer. Dis à ton fils comment tu as passé toutes ces nuits quand Jacques était déployé. Es-tu sûr que c'est moi qu'il doit blâmer, ou y avait-il quelqu'un d'autre aussi? Michael sentit comme si le sol s'était effondré sous lui. Maman, qu'est-ce qu'il dit? Linda secoua la tête en larmes. Michael, ce n'était qu'une nuit. J'étais seul, j'étais dépassé quand ton père a été envoyé pour la première fois en Afghanistan. J'ai fini dans un bar un soirée. Sa voix se brisa. J'ai eu une aventure avec un étranger. Ça n'est arrivé qu'une fois. Ran ricana. Et devine quoi? Cette aventure a eu lieu à peu près au moment où tu es tombée enceinte. Tu ne l'as jamais dit à Jacques, ni à moi. Bon sang, je n'ai même pas su pour cette incartade d'une nuit avant que tu ne la confesses après la naissance de Michael. Michael la fixa, l'esprit vacillant. Tu veux dire qu'il y a une possibilité que papa ne soit même pas mon père biologique? La voix de Linda trembla. Je n'ai jamais été sûr. Je priais pour que ce soit Jacques. Je me disais que ça devait être lui, mais ce doute était toujours là. Michael sentit les murs se refermer sur lui. Il luttait pour respirer, la peur et la fureur se mêlant dans sa poitrine. Tu nous as menti à tous les deux toutes ces années. Les larmes de Linda coulaient librement maintenant. Je ne voulais pas perdre Jacques. Et puis mon aventure avec Ran a commencé. Tout est de ma faute, je sais, je suis désolé. Je n'espère pas que tu me pardonnes, je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. Ran lâcha un rire dédaigneux. Trop tard pour ça. Linda se tourna vers lui. Tais-toi. Regarde ce que tu as fait. Tu as kidnappé mon fils. Michael s'effondra en arrière, trop étourdi pour parler. Il entendit les faibles battements de son propre cœur, le bruissement des feuilles dehors, le goutte-à-goutte d'un coin avec des fuites dans le toit de la cabane. Toute sa vie s'écroulait. Il n'était pas sûr quelle trahison faisait le plus mal, apprendre que sa mère avait couché avec Ran et Izen, ou découvrir que sa paternité était une question. Ou peut-être la plus grande trahison était que ces personnes en qui il avait confiance le pointaient maintenant avec un pistolet, l'obligeant à effacer la vidéo qui prouvait leur dépravation. Izen s'éclaircit la gorge. « Papa, pouvons-nous s'il te plaît le détacher? Il ne va nulle part, il souffre. » Les yeux de Ran se posèrent sur les poignets attachés de Michael. Non, pas avant qu'il ne coopère. Linda s'approcha de Ran, la voix basse. Si Jacques apprend, il te tuera, tu le sais, n'est-ce pas? À ces mots, la posture de Ran se raidit. C'est pourquoi nous devons en finir maintenant. Pas de vidéo, pas de scandale. Michael ne peut pas nous menacer s'il n'a pas de preuves. À l'insu de Linda, Jacques était devenu suspicieux après leur soirée barbecue tendue. Les appels téléphoniques de plus en plus secrets d'eux.
Linda et ses absences étranges lui pesaient sur l'esprit. Décidé à découvrir ce qui se passait, il installa discrètement un petit tracker GPS dans sa voiture quelques jours auparavant. Ce matin-là, alors qu'il était à la maison, Jacques vérifia le suivi sur son ordinateur portable et vit le véhicule de Linda garé dans une zone boisée reculée, loin de toute route principale. La peur le saisit. Il prit sa Magnum, sauta dans son SUV et accéléra vers l'endroit. L'anxiété que quelque chose de terrible se produise lui serrait la poitrine à chaque kilomètre, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à la cabane usée par les intempéries. Soudain, un nouveau bruit déchira la tension, le fracas de la porte défoncée. Des éclats de bois volèrent. Tous se tournèrent, et le cœur de Michael s'emballa en voyant Jack Walker debout, une Magnum serrée à deux mains. Son expression était une tempête de rage et de terreur. « Loin de mon fils !» cria Jack. Izen fit un bond en arrière, faisant presque tomber une chaise. Linda halta. Ran chercha son pistolet, mais Jack appuya sur la gâchette avant qu'il ne puisse viser. Un coup de feu assourdissant secoua la cabane et un morceau du toit explosa dans une pluie d'éclats. Ran fut projeté sur le côté, lâchant son arme, alarmé. Michael sentit une vague de soulagement si puissante qu'elle le rendit étourdi. « Papa » respira-t-il. Jack avança à pas mesurés, la Magnum tenue à l'horizontale. « Michael, tu es blessé ?»« Juste mes côtes. » Mako parvint à dire en grimaçant. « Ils m'ont menotté. » Linda poussa un cri. « Jack, s'il te plaît, ne fais rien de fou. » Les yeux de Jack se posèrent sur Linda, puis sur Ryan. Le dégoût tordit ses traits. « Toi, éloigne-toi de mon fils. » Izen leva les mains. « Je suis désolé, monsieur Walker, je n'ai jamais voulu. »« Tais-toi » aboya Jack. Il pointa le canon de son arme vers le pistolet de Ryan au sol. « Pousse-le ici, doucement. » Ryan, nerveux mais toujours défiant, poussa l'arme du pied. Elle glissa sur le sol, s'arrêtant près des bottes de Jack. « Mako, dit Jack d'une voix rauque, je vais te sortir de là. Où est la clé de ces menottes ?» Ryan le foudroya du regard. « Je l'ai. »« Alors jette-la. »« Pas question. » Les narines de Jack s'évasèrent avec une rapidité surprenante. Il réduisit la distance, abattant le canon du Magnum dans un arc brutal sur la joue de Ryan. Ryan recula en titubant, le sang giclant d'une coupure sur sa peau. Linda, hurla-t-elle, se précipitant en avant. « Jack !» Izen se figea, son visage pâlissant. « Papa !» pleura-t-il, mais ne fit aucun mouvement pour intervenir. Ryan s'effondra, se tenant le visage. Jack le dominait, la fureur brûlant dans ses yeux. « Où est la clé ?» Ryan fouilla dans sa poche, en sortit un petit anneau avec une seule clé et le jeta au sol. Jack garda le Magnum braqué sur lui, se pencha pour la ramasser. Il s'approcha de Mako et déverrouilla les menottes d'une main, l'autre gardant l'arme ferme. Mako se frotta les poignets, laissant échapper un soupir de soulagement étouffé. « Papa, ils allaient me forcer à effacer la vidéo. Ils m'ont menacé. » Il désigna Ryan. « Il a dit que je n'étais peut-être pas ton fils. » Jack déglutit difficilement, les yeux se détournant vers Linda. « Linda, de quoi parle-t-elle » Elle appuya une main tremblante sur ses lèvres, les larmes coulant. « Jack, je suis désolé. J'allais te le dire un jour. Je voulais juste. » Il secoua la tête, la mâchoire serrée. « Nous nous en occuperons plus tard. » Ryan, le sang coulant de sa joue coupée, eut du mal à se relever. « Jack, calme-toi. Nous pouvons gérer ça comme des adultes. »« Les adultes n'enlèvent pas d'enfants, » dit Jack. « N'ose pas me dire de me calmer. » Izen fit un pas en avant, tremblant. « Monsieur Walker, je n'ai jamais voulu de tout cela. Mon père m'a forcé. » Mako lui lança un regard noir. « Tu mens. Tu es aussi coupable que lui. » Linda se tenait près de la porte, partagée entre l'envie de partir et le sentiment qu'elle devait rester pour éviter plus d'effusion de sang. Elle lança à Ryan un regard de mépris absolu. « Tu as tout gâché. » La voix de Ryan s'éleva, désespérée. « C'est toi qui as commencé une liaison avec moi, Linda. Ensuite, tu t'es mise au lit avec mon fils. Ne fais pas l'innocente. » Le visage de Linda se crispa. « J'ai fait des erreurs. Cela n'excuse pas d'en arriver là. » Les jointures de Jack blanchirent autour de l'arme.
il avança vers Ryan, ignorant les protestations de Linda, et planta le canon sur le sternum de Ryan. « Tu veux voir à quel point je suis calme? Tu as pris mon fils en otage, tu l'as menacé, et maintenant tu oses mentionner ma femme. » Ryan serra les dents, le sang coulant toujours de sa joue coupée. Si cette vidéo sort, elle détruit les deux familles. Les gens verront ce que Linda a fait, ce qu'Isen a fait, ce que j'ai fait. Pense à ta précieuse réputation. Le rire de Jacques fut un son amer et creux. Je me moque éperdument de ma réputation désormais. Tout ce qui m'importe, c'est la sécurité de mon fils. Il regarda Isen. Et toi, Isen? Isen recula, les larmes lui montant aux yeux. Je suis désolé. J'aime juste ta femme. Je n'ai rien planifié. C'est arrivé, c'est tout. Mako faillit se jeter sur lui à nouveau. Jacques tendit un bras pour l'arrêter. La voix de Mako trembla de rage. Vous êtes malades, tous les deux. Linda appuya une main sur son front. C'est un cauchemar. Jacques essuya la sueur de son front du revers de la main, le magnum ne vacillant jamais. Mako, appelle la police. Michael sortit son téléphone, composa le 911 d'une main tremblante et signala l'enlèvement. L'opérateur resta en ligne, le guidant sur les étapes à suivre pour assurer la sécurité de tous jusqu'à l'arrivée des agents. Des flics. Cracha Ryan. Tu vas le regretter, Jacques. Les épaules de Jacques se raidirent. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir un jour appelé ami. Derrière eux, Linda s'effondra à genoux, sanglotant, le visage dans les mains. Isen restait muet et tremblant. La tension dans la cabane était épaisse comme du goudron, chaque seconde un fragile face-à-face. Mako termina l'appel au 911, le cœur battant à tout rompre. C'était presque fini, pensa-t-il, mais cette certitude ne fit rien pour calmer ses nerfs. Dehors, les sirènes finirent par déchirer le silence, des lumières rouges et bleues clignotant à travers les fenêtres sales. Des agents, armes dégainées, firent irruption dans la cabane en criant des ordres. Jacques baissa soigneusement son magnum, montrant ses mains. Les agents le désarmèrent rapidement, menottèrent Ryan et Isen, et séparèrent tout le monde pour reconstituer ce qui s'était passé. Mako, le souffle court, expliqua l'enlèvement, la camionnette noire, la captivité forcée. Il donna son téléphone pour montrer les messages d'Isen. Linda, sanglotant, corrobora l'histoire de Mako, elle était arrivée pour trouver Ryan retenant son fils en otage, armé d'un pistolet. Plusieurs agents emmenèrent Ryan à l'extérieur, ignorant ses malédictions et ses protestations tandis qu'ils le conduisaient à une voiture de patrouille. Isen, pâle comme un linge, fut également menotté et placé en état d'arrestation, bien qu'il ait tenté frénétiquement de blâmer son père. Un agent éclaira avec une lampe de poche les côtes contusionnées de Mako, remarquant des marques visibles. Un autre examina doucement ses poignets, encore rouges des menottes. Ils prirent des photos de la scène et récupérèrent les armes à feu. À travers tout cela, Jacques resta à l'écart, les bras croisés, tremblant de rage et de soulagement. Linda rôdait derrière lui, voulant parler mais craignant de briser le calme fragile. Finalement, un détective s'approcha de Mako. « Vous devez tous les deux faire des déclarations officielles, » dit-il en hochant la tête vers Jacques. « Nous aurons besoin de votre témoignage concernant l'enlèvement et toute blessure. » Michael déglutit. « Je ferai tout ce qu'il faut pour les faire enfermer. » Jacques hocha la tête en silence, « D'accord. » Linda tenta d'intervenir. « Officier, Ryan m'a aussi menacé. Je suis venu ici pour protéger mon fils, pas. » Le détective leva une main. « Nous prendrons votre déclaration aussi, madame. Vous pourriez avoir besoin d'un avocat, mais si vous dites la vérité et n'avez pas pris part à la planification de ceci, l'enquête ne montrera rien contre vous. » Linda baissa les yeux, les larmes brillant. « Je comprends. » Jacques fut autorisé à partir après avoir remis son magnum pour des vérifications balistiques. L'agent nota que la balle dans le plafond était un coup de semonce. Aucune accusation ne fut portée contre Jacques pour port d'armes, étant donné les circonstances de l'enlèvement de Mako. Linda, tremblante et en larmes, fut longuement interrogée mais finalement libérée lorsque Jacques et Mako confirmèrent qu'elle était venue aider, et non nuire. Les jours s'étirèrent en semaines tandis que le système juridique avançait lentement. Ryan fut accusé d'enlèvement, d'agression et d'utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime grave. Isen fut accusé de complicité. La caution fut fixée à un montant élevé.
Ryan fit un spectacle en tentant d'obtenir une libération sous caution, mais compte tenu des preuves et de la gravité du crime, il resta en prison. Izen, en larmes lors de sa comparution, reçut une caution légèrement plus basse, mais personne ne la paya. La rumeur courut que les biens de Ryan étaient gelés ou liés à des biens immobiliers qui ne se liquidaient pas rapidement. Mako se retrouva au centre d'une tempête de ragots. Il fit une déclaration exhaustive au procureur du comté, décrivant toutes les preuves. Linda expliqua également son rôle en détail, admettant la liaison, les messages textes et son ignorance du plan d'enlèvement. L'opinion publique se retourna rapidement contre Ryan et Izen. L'histoire était trop scandaleuse, un père et un fils impliqués avec la même femme mariée, culminant en un enlèvement. Raté. La fureur de Jack et de Linda bouillonnait dans les nuits calmes qui suivirent. Ils refusaient de dormir dans le même lit qu'elle, parfois même de lui parler. Il évitait de rester dans la même maison, s'il le pouvait, il dormait dans un hôtel des environs ou dans la chambre d'amis, ignorant les supplications de Linda qui cherchait à discuter. 2 semaines après l'enlèvement, Linda rassembla son courage pour révéler la vérité sur la paternité de Mako, un fait que Ryan avait déjà forcé à éclater au grand jour. Jack s'enferma dans son bureau, lui en refusant l'accès. Elle glissa une note sous la porte, griffonnait des mots, « Ce fut une nuit, Jack. Un inconnu rencontré au hasard dans un bar. J'étais seul et terrifié à l'idée que tu ne reviennes pas de la guerre. Je me déteste pour ça. Je suis désolé. » Finalement, Jack sortit, ses yeux rougis. Il regarda Linda avec un vide qui lui fit se serrer l'estomac. « Si Mako n'est pas mon fils, j'ai besoin de le savoir, dit-il sans détour. Elle soupira, résignée, alors, nous ferons le test. L'échantillon de salive fut prélevé dans une clinique locale. Michael, engourdi par tout ce qui s'était passé, laissa silencieusement l'infirmière racler l'intérieur de sa joue. Il parla peu à Linda pendant la visite. Elle tenta de croiser son regard, mais il l'évita. Une vague de culpabilité et de remords la tourmentait, mais il était trop tard pour réparer le mal. Quand les résultats de l'ADN arrivèrent, Jack était assis seul dans le salon, une enveloppe à la main. Michael était en face de lui, assis sur le canapé, les bras croisés. Linda se tenait à proximité, des larmes coulant sur ses joues. Jack déchira le sceau et lui les donnait, probabilité de paternité, 0%. Le papier tremblait dans sa main. Le souffle de Mako se coupa. « Tu n'es pas, murmura Jack, la voix brisée. Tu n'es pas mon fils biologique. » Les épaules de Mako s'affaissèrent. Il ferma les yeux, des larmes s'en échappant. « Tu m'as élevé, papa. C'est tout ce qui compte pour moi. » Linda porta ses mains à sa bouche, observant Jack froisser la page dans son poing, la douleur gravée sur ses traits. Toutes les batailles, toutes les expériences proches de la mort qu'il avait survécues, et pourtant il semblait maintenant plus vaincu qu'elle ne l'avait jamais vu. Il tourna un regard torturé vers Linda. « Toutes ces années, tu m'as laissé croire. » Il s'interrompit, la voix étranglée. Elle fit un pas vers lui, mais il recula. « Non. » Michael se leva, s'approchant de Jack, le regardant dans les yeux. « Tu es l'homme qui m'a appris à faire du vélo, à lancer un panier, à défendre ce qui est juste. Tu es le seul père que je veux. Rien ne change cela. » La contenance de Jack céda. Il serra Michael dans une étreinte féroce, tous deux tremblants de sanglots. Linda pleura silencieusement, spectatrice impuissante des dégâts qu'elle avait causés. Quelques jours plus tard, Jack demanda le divorce, remettant à Linda les papiers qui montraient clairement qu'il ne voulait aucune possibilité de réconciliation. Elle implora une thérapie de couple, une chance de s'expliquer, mais il refusa. L'enlèvement avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et la révélation de la paternité ne fit qu'élargir le fossé. Pendant ce temps, Ryan et Izen étaient en prison, en attente de leur procès. Leurs avocats tentèrent de faire valoir que Michael avait orchestré la confrontation ou que Ryan voulait seulement lui parler, mais les preuves étaient accablantes, les contusions de Michael, la vidéo d'Izen et Linda, et les messages textuels attirant Michael au lac. 6 mois plus tard, dans une salle d'audience bondée, un juge condamna Ryan à 10 ans de prison pour enlèvement et agression avec une arme mortelle. Izen reçut 3 ans, réduit à du temps passé dans un centre de détention pour mineurs, pour son rôle de complice et pour conspiration en vue de menacer Mako. Les médias locaux couvrirent l'histoire pendant des semaines, les titres hurlant sur l'aventure tordue qui avait détruit 2 familles. Pendant le procès, Linda s'assit à l'arrière, portant des lunettes de soleil et un foulard autour de la tête, évitant le contact visuel avec les voisins ou les connaissances qui la reconnaissaient.
Elle témoigna de sa relation avec Ryan, admit sa culpabilité d'avoir trompé son mari, mais insista sur le fait qu'elle n'avait aucune connaissance du plan d'enlèvement. Jack fit une déclaration confirmant l'ignorance de Linda concernant le complot. Les autorités refusèrent d'accuser Linda de conspiration, estimant qu'elle avait elle aussi été menacée par Ryan pour persuader Mako. Néanmoins, le mépris public était inéluctable. Une fois l'affaire conclue, Linda fit ses valises. La maison qu'elle et Jack avaient jadis partagée fut mise sur le marché. Elle déménagea chez une cousine dans un autre état, loin des murmures qui la suivaient partout. Jack, de son côté, démissionna de son cabinet de conseil en sécurité à H. Autriche risque. Le scandale lui avait coûté des clients cruciaux et il n'avait plus la passion pour le travail. Michael, bien que dévasté, choisit de vivre avec Jack dans une modeste maison de ville près de la périphérie de Richmond. Ils brûlèrent les résultats du test de paternité dans un petit foyer derrière la maison de ville. Ni l'un ni l'autre n'avaient besoin d'un morceau de papier pour leur dire qui ils étaient l'un pour l'autre. « C'est fini », murmura Jack, observant les bords de la page se recroqueviller en flocons noirs. « Oui », dit Mako, la voix tendue. « C'est fini. » Dans les mois qui suivirent, père et fils traversèrent ensemble les séquelles de la trahison. Mako changea sa spécialité universitaire pour la justice pénale, déterminé à donner un sens au monde qui l'avait surpris. Jack trouva un travail contractuel à temps partiel au sein d'une plus petite entreprise de sécurité, content de faire profil bas. Occasionnellement, Linda laissait des messages vocaux en pleurant, s'excusant, s'enquérant du bien-être de Mako. Mako répondit une fois, lui disant qu'il allait bien mais avait besoin de distance. Jack ne lui rendit jamais ses appels, toujours trop en colère pour entendre sa voix. On disait qu'elle survivait à peine, rongée par la culpabilité et ostracisée. Ryan passerait la majeure partie d'une décennie en prison, et la vie d'Isen fut à jamais marquée par sa condamnation et le stigmate d'avoir couché avec la mère de son meilleur ami. Malgré la douleur, Jack et Michael trouvèrent un rythme stable dans leur nouvelle réalité. Les matins commençaient par un café tranquille dans la cuisine, discutant de petites choses comme la météo, les tâches du jour ou les résultats sportifs locaux. Parfois, la conversation déviait vers des sujets plus profonds, la confiance, la loyauté, le regret. Ils parlaient d'aller de l'avant, de laisser derrière eux les fantômes qui avaient failli dévorer leur famille tout entière. Tard dans la nuit, Jack se réveillait parfois de cauchemars sur des zones de guerre ou sur cette cabane, toujours avec une poussée d'adrénaline. Il trouvait Mako également éveillé, feuilletant des manuels scolaires sous la lueur d'une petite lampe dans le salon. Ils échangeaient un regard d'entente, les deux hommes luttant contre leurs démons intérieurs mais choisissant d'être l'un à côté de l'autre. Ils n'étaient plus père et fils par le sang, mais par quelque chose de plus fort, le lien d'épreuves partagées et de respect mutuel. Et ainsi, tandis que les illusions d'un foyer heureux volaient en éclats, irrémédiablement brisées, des décombres émergea une nouvelle vie. Bien que sombre, dans une honnêteté brute, Jack et Mako construisirent une connexion plus profonde qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. La trahison les avait déracinés, mais en restant unis, ils trouvèrent un sens d'espoir que personne n'aurait cru possible. Leur histoire devint un conte moralisateur dans cette paisible banlieue de Virginie, un rappel que les secrets s'enveniment dans l'obscurité et que parfois, les personnes en qui l'on a le plus confiance sont capables de causer le plus grand tort. Cependant, elle devint aussi un témoignage de résilience. Même dans les pires circonstances, père et fils allèrent de l'avant, refusant de laisser la trahison les définir pour toujours. Au final, ils s'éloignèrent avec des cicatrices, mais aussi avec une profonde compréhension de ce qui comptait vraiment, l'honnêteté, la loyauté et le lien indéfectible qu'ils refusèrent d'abandonner.